Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un classique de la communication et des relations humaines. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ah oui, un vrai monument ce livre. Exactement. On va essayer ensemble de décortiquer ces principes fondamentaux et surtout de voir comment on peut les appliquer au quotidien. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous allez découvrir des stratégies vraiment fascinantes pour améliorer vos interactions avec les autres. C'est ce qui est fascinant avec Carnegie, il arrive à mettre le doigt sur des mécanismes humains qui sont vraiment intemporels. Son livre, c'est comme une boîte à outils pour mieux naviguer dans la complexité des relations humaines. Absolument. Par exemple, le premier principe qu'il met en avant. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Ça paraît simple comme ça. Oui. Mais est-ce qu'on l'applique vraiment au quotidien? C'est là tout le défi. Carnegie insiste vraiment sur le fait que la critique, c'est rarement efficace. Il prend l'exemple d'Abraham Lincoln, qui a failli se battre en duel à cause d'une lettre d'insulte qu'il avait écrite. Ah oui. C'est un incident qui l'a marqué profondément et qui lui a appris à 2 fois réfléchir avant de critiquer. Ouais, c'est une anecdote qui donne à réfléchir. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur l'impact de la critique? La critique, ça a un impact psychologique énorme. Imaginez, vous recevez une critique cinglante, vous vous sentez attaqué, votre estime de soi en prend un coup, vous risquez de vous renfermer sur vous-même. C'est un peu comme si on éteignait votre motivation. Mhm. Lincoln, en tant que leader, il a compris que pour inspirer les autres, il fallait privilégier la compréhension et la compassion. C'est un point important. Au lieu de vouloir changer les gens en pointant leurs défauts, on devrait plutôt chercher à les comprendre et à les encourager. D'ailleurs, Carnegie en parle dans son deuxième principe, si je me souviens bien. Exactement. Le deuxième principe met l'accent sur l'importance d'exprimer une appréciation sincère, de donner des éloges authentiques. Il prend l'exemple de Charles Schwab, un magnat de l'acier. Pour lui, la capacité à encourager l'enthousiasme de ses équipes, c'était son atout le plus précieux. Mais pourquoi l'enthousiasme était si important pour Schwab? C'était juste une question de bonne ambiance au travail. Pas seulement. Schwab, il avait compris que l'enthousiasme, c'est contagieux et que ça a un impact direct sur la productivité. Un employé enthousiaste, il est plus motivé, plus créatif, plus engagé. D'accord. En complimentant ses employés, en reconnaissant leurs efforts, en nourrissant leur passion, Schwab stimulait leur enthousiasme et il obtenait des résultats exceptionnels. C'est fascinant. On voit que pour obtenir le meilleur de nos équipes, il faut savoir reconnaître leurs talents, les encourager à se dépasser. Tiens, en parlant d'encouragement, vous m'aviez raconté une histoire personnelle qui illustre bien ce principe. Ah oui, l'histoire de mon mari. Oui. Il avait tendance à critiquer ma façon de faire certaines choses à la maison. Un jour, inspiré par Carnegie, il a décidé de changer de stratégie et de me faire des compliments sincères. Au début, j'étais un peu surprise, mais j'ai vite réalisé l'impact positif que ça avait sur notre relation. L'atmosphère à la maison est devenue plus légère, plus agréable. Ah oui, on le voit, un simple changement d'attitude peut transformer une relation. On passe de la critique, souvent perçue comme une attaque, à l'encouragement qui nourrit la confiance et la motivation. Exactement. Et ça nous amène à un autre principe fondamental de Carnegie. Parler aux gens de ce qu'ils désirent. Alors là, j'avoue que j'ai besoin de vos lumières. Ce principe me semble un peu vague. Comment savoir ce que les gens désirent vraiment? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation? Ce sont des questions importantes. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre les motivations profondes de chacun. Par exemple, Carnegie nous parle de cet étudiant qui voulait que ses amis jouent au basketball avec lui. Au lieu de leur dire «j'ai envie de jouer au basket», il aurait été plus efficace de leur dire «venez jouer au basket, on va bien s'amuser ensemble». Ah, je vois. Au lieu de se focaliser sur son propre désir, il s'adresse au désir de ses amis de passer un bon moment. Exactement. Il s'agit de comprendre ce qui motive les autres, leurs aspirations, leurs rêves, leurs peurs. En s'adressant à leurs désirs profonds, on crée une connexion plus forte et on augmente nos chances de les influencer positivement. D'accord, je comprends mieux ce principe maintenant. Mais comment l'appliquer concrètement dans la vie de tous les jours? Prenons un exemple tiré de votre vie professionnelle. Vous vous souvenez de cette femme qui voulait obtenir un poste dans une banque à Phoenix. Oui, absolument. Elle avait postulé à plusieurs reprises, mais sans succès. Exactement. Au lieu de se focaliser sur ses qualifications, elle a décidé de changer d'approche. Lors de son prochain entretien, elle a mis en avant ce qu'elle pouvait apporter à la banque. Elle s'est intéressée aux besoins spécifiques de l'entreprise et a démontré comment ses compétences pouvaient répondre à ces besoins.
Et ça a marché. Elle a enfin décroché le poste. Voilà. En s'adressant aux désirs de la banque, en se mettant à leur place, elle a réussi à les convaincre qu'elle était la candidate idéale. C'est une excellente stratégie. Et je suppose que ce principe s'applique aussi dans le domaine de la vente. Absolument. Carnegie donne l'exemple d'un agent immobilier qui devait vendre une maison. Oui. Au lieu de vanter les mérites de la propriété, il a pris le temps de comprendre les motivations du propriétaire. Il a découvert que ce dernier était surtout intéressé par la réalisation d'un profit rapide. L'agent a donc adapté son discours en mettant l'accent sur le potentiel de la maison à se vendre rapidement et à un prix élevé. Astucieux. En se focalisant sur le désir du propriétaire de faire un profit, l'agent a réussi à le convaincre de vendre la maison. C'est exactement ça. Parler aux gens de ce qu'ils désirent, c'est un principe puissant qui peut transformer nos relations et nous aider à atteindre nos objectifs. Bien sûr, il est important de l'utiliser avec éthique et respect, en veillant à toujours agir dans l'intérêt de l'autre. Je vois. Il ne s'agit pas de manipuler les gens, mais de créer une situation gagnant-gagnant en s'assurant que nos actions répondent aussi aux besoins des autres. Tout à fait. Et ça nous amène à un autre aspect crucial de la communication. Comment gagner la coopération des autres et les inspirer à agir. D'accord. Comment fait-on pour obtenir la coopération des autres sans les forcer? Carnegie a-t-il des conseils à nous donner à ce sujet? Bien sûr, un des principes clés de Carnegie pour gagner la coopération, c'est de montrer du respect pour les opinions des autres. Ne dites jamais « vous avez tort ». Il illustre ce principe avec l'anecdote d'un jeune avocat qui a perdu son procès en contredisant directement le juge. Oh là là, je peux imaginer la scène. Le jeune avocat, plein d'assurance, affirmant avec véhémence que le juge a tort. Pas étonnant qu'il ait perdu son procès. Exactement. En affirmant avec force que quelqu'un a tort, on crée une résistance, une opposition. L'autre personne se sent attaquée et se met sur la défensive. Au lieu de favoriser la coopération, on crée un climat de tension et de conflit. Alors comment faire pour exprimer son désaccord sans froisser l'autre personne? Carnegie nous conseille d'adopter une approche plus diplomatique, plus subtile. Au lieu de dire « vous avez tort », on peut dire « je comprends votre point de vue, mais j'ai une perspective différente ». On reconnaît le point de vue de l'autre, on lui montre qu'on le respecte, tout en exprimant notre propre opinion. C'est une approche beaucoup plus constructive. Au lieu de créer un affrontement, on ouvre la porte à un dialogue, à un échange d'idées. Tout à fait. Et pour favoriser cet échange, Carnegie nous encourage à laisser l'autre personne parler le plus possible. Il prend l'exemple de Lincoln, qui était capable d'écouter son ami pendant des heures sans dire un mot. C'est intéressant, on a souvent tendance à vouloir dominer la conversation, à imposer notre point de vue. Mais en écoutant attentivement, on apprend beaucoup plus et on crée un climat de confiance propice à la coopération. Absolument. L'écoute attentive est un outil puissant pour gagner la sympathie et la confiance des autres. En écoutant attentivement, on montre à l'autre qu'il est important pour nous, qu'on s'intéresse à ce qu'il a à dire. Et c'est la base d'une communication authentique et constructive. C'est une excellente transition vers notre prochain sujet. Le leadership est la façon d'inspirer le changement chez les autres. Carnegie consacre une partie entière de son livre à ce thème, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Carnegie s'intéresse à la façon de modifier l'attitude des autres sans susciter de ressentiment. Il nous donne des clés pour devenir des leaders inspirants, capables de guider les autres vers le changement de manière positive et constructive. Et quel est le premier conseil de Carnegie pour devenir un leader inspirant? Le premier principe, c'est de commencer par des éloges et une appréciation sincère. Il illustre ce principe avec l'exemple du président Coolidge qui a complimenté sa secrétaire sur sa robe avant de lui faire remarquer une erreur de ponctuation. Ah, c'est malin. Au lieu de commencer par une critique qui aurait pu la vexer, il commence par un compliment. Exactement. En commençant par des paroles positives, on crée une atmosphère plus réceptive, plus propice à la collaboration. L'autre personne se sent valorisée, reconnue et est donc plus encline à accepter nos remarques. C'est une technique simple, mais efficace. Au lieu de se focaliser sur les erreurs, on met l'accent sur les points forts. Et ça permet d'aborder les points à améliorer de manière plus constructive. Tout à fait. En commençant par des éloges sincères, on montre à l'autre qu'on le respecte, qu'on reconnaît ses qualités. Et c'est la base d'une relation de confiance qui permet d'aborder les sujets délicats avec plus de sérénité. C'est une approche qui peut s'appliquer dans toutes les sphères de notre vie, n'est-ce pas? Autant dans nos relations professionnelles que personnelles. Absolument. Que ce soit avec nos collègues, nos amis, nos enfants ou notre conjoint, commencer par des éloges et une appréciation sincère est une clé pour créer un climat de confiance et de bienveillance propice à des relations harmonieuses et productives. Je comprends. Au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas, on commence par souligner ce qui va bien. On nourrit le positif et on encourage l'autre à se dépasser. C'est exactement ça. Et c'est l'un des fondements du leadership bienveillant. Un leadership qui inspire le changement en s'appuyant sur le respect, la confiance et la collaboration.
Et pour continuer sur cette lancée, Carnegie propose une autre technique super efficace. Donne une belle réputation à mériter. Ah ça, c'est intéressant. Comment est-ce que ça marche? On donne une médaille à quelqu'un avant même qu'il ait fait ses preuves. Pas une médaille. Mais l'idée est là. Il s'agit de donner à la personne une image positive d'elle-même, une réputation qu'elle aura envie de mériter. Imaginez par exemple, vous avez un employé qui manque de ponctualité. Mhm. Au lieu de le réprimander sans cesse, vous pouvez essayer de lui faire confiance en lui confiant une tâche importante qui exige une grande ponctualité. Je vois. On lui donne l'occasion de se montrer à la hauteur de la confiance qu'on lui accorde. Précisément. En lui donnant cette belle réputation à mériter, vous l'incitez à se dépasser et à adopter le comportement souhaité. Carnegie donne l'exemple d'un directeur d'école qui a réussi à transformer un élève turbule en lui confiant des responsabilités, en lui faisant comprendre qu'il avait confiance en lui. C'est une approche très positive. Au lieu de se focaliser sur les défauts, on met en lumière le potentiel de la personne. Exactement. C'est une façon de responsabiliser les gens et de les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça nous amène naturellement à la question du progrès et comment on peut le favoriser. Ah oui, comment est-ce qu'on encourage les gens à progresser sans les décourager en cours de route? Carnegie nous encourage à être patients et encourageants. Il faut savoir reconnaître les efforts, les progrès, même s'ils sont minimes. Hmm. L'important, c'est de célébrer les petites victoires parce que ça donne confiance et ça motive à continuer à progresser. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Les erreurs, les échecs. Mais en mettant l'accent sur les progrès, aussi petits soient-ils, on crée une dynamique positive qui encourage l'apprentissage et le développement. Tout à fait. Carnegie donne l'exemple d'un professeur de danse qui a complimenté un élève maladroit en lui disant qu'il avait de bonnes dispositions pour la danse. C'est une façon de l'encourager à persévérer, même s'il est encore loin d'être un danseur étoile. On lui montre qu'on croit en son potentiel. Exactement. En encourageant les efforts et en soulignant les progrès, on crée un climat d'apprentissage positif et bienveillant. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit dans nos relations professionnelles, personnelles, ou même dans notre propre développement personnel. Je comprends. Il est important de se rappeler que le progrès, c'est un processus continu. Il y aura des hauts, des bas, des moments de doute, des moments de réussite. L'important, c'est de garder le cap, de persévérer et de célébrer chaque pas en avant. Absolument. Et pour nous aider à rester motivés sur ce chemin du progrès, Carnegie nous propose une autre technique très efficace. Faites en sorte que les autres soient heureux de faire ce que vous suggérez. Alors là, j'avoue que je suis curieuse. Comment fait-on pour que les gens fassent ce qu'on veut sans les forcer? Y a-t-il une formule magique? Il n'y a pas de formule magique, mais il y a des stratégies qui peuvent nous aider à influencer positivement les autres. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de créer un climat de coopération et d'enthousiasme. C'est comme si on transformait une corvée en enjeu, n'est-ce pas? En rendant l'action agréable et motivante, on augmente les chances que l'autre personne s'y engage avec plaisir. Exactement. Par exemple, si vous voulez que votre enfant range sa chambre, au lieu de lui donner un ordre direct, vous pouvez lui proposer de faire une course contre la montre ou de ranger ses jouets par couleur. Ah, je vois. On rend la tâche plus ludique, plus stimulante. Précisément. Et Carnegie donne d'autres exemples dans son livre, tirés du monde professionnel. Il cite notamment le cas du Cornell House, un conseiller du président Wilson, qui a réussi à convaincre William Jennings Bryan d'accepter une mission diplomatique délicate, en lui faisant comprendre que sa présence était trop importante pour être officiellement impliqué. Ah, c'est malin. Au lieu de lui ordonner de partir, on lui fait comprendre qu'il est indispensable. On flatte son ego et on le motive à agir. Exactement. Il s'agit de trouver les bons arguments, les bonnes motivations pour inciter l'autre personne à agir de son plein gré. D'accord. Et ça demande de la finesse, de l'observation, de la compréhension de la psychologie humaine. C'est fascinant. On se rend compte que la communication, c'est tout un art. Il ne suffit pas de dire ce qu'on pense, il faut savoir le dire de la bonne manière, au bon moment, en s'adaptant à son interlocuteur. Tout à fait. Et Carnegie nous donne les clés pour devenir des communicateurs plus efficaces, capables de créer des relations harmonieuses et de persuader les autres sans les manipuler. Et en parlant de persuasion, Carnegie nous donne un autre conseil très pertinent. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Comment est-ce que ça peut nous aider à influencer les autres? C'est un des principes fondamentaux pour créer des relations authentiques et durables. En s'intéressant sincèrement aux autres, à leurs passions, leurs aspirations, leurs expériences, on crée un lien de proximité et de confiance qui ouvre la porte à une influence positive. C'est vrai qu'on a tendance à être centré sur soi-même, sur nos propres préoccupations. Mais en faisant l'effort de s'ouvrir aux autres, on découvre des trésors cachés et on crée des liens plus profonds. Exactement. Carnegie donne l'exemple d'un représentant de commerce.
qui a fidélisé un client important en prenant simplement la peine de saluer les employés du magasin. Ouais. Un geste simple, mais qui a fait toute la différence. C'est une belle illustration de la puissance de l'attention, de la considération. En s'intéressant aux gens, on leur montre qu'ils comptent pour nous. Tout à fait. Et ça crée un climat de confiance et de bienveillance propice à une influence positive. Les gens sont plus enclins à nous écouter, à nous faire confiance si on leur montre qu'on s'intéresse à eux. C'est une approche qui s'applique dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Que ce soit en nos relations amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles, l'intérêt sincère pour les autres est un atout majeur. Absolument. C'est la base d'une communication authentique et d'une influence positive. Et en parlant de communication authentique, Carnegie nous donne un conseil qui peut paraître simpliste, mais qui est pourtant essentiel. Souris. Ah oui, le sourire, un outil de communication incroyablement puissant. Un sourire sincère, ça a le pouvoir de désarmer les tensions, de créer une atmosphère positive, d'instaurer un climat de confiance. C'est vrai qu'un sourire peut tout changer. Hmm, C'est un signe d'ouverture, de bienveillance qui invite à la connexion. exactement. Carnegie nous rappelle que le sourire, c'est un langage universel, compris par tous, quelle que soit la langue ou la culture. C'est un signe d'amitié, de joie, de chaleur humaine. Vous savez, Carnegie raconte une anecdote assez amusante dans son livre. Il a conseillé à un de ses amis, qui avait l'habitude d'avoir l'air renfrogné, de se forcer à sourire pendant 2 mois. Ah oui, et alors? Eh bien, son ami a été surpris par la réaction positive des gens. Son entourage a commencé à le trouver plus agréable, plus sympathique, plus accessible. Et lui-même, il s'est senti plus heureux, plus léger. Ah oui, c'est une belle illustration du pouvoir transformateur du sourire. En changeant l'expression de notre visage, on change notre état d'esprit et on influence la perception que les autres ont de nous. Tout à fait. Le sourire, c'est un peu comme un aimant qui attire la sympathie et la bienveillance. Exactement. Et c'est un outil de communication gratuit et accessible à tous. Alors sourions plus souvent, laissons notre joie intérieure s'exprimer à travers notre visage et partageons notre lumière avec le monde. C'est une belle invitation à cultiver la positivité et à illuminer le monde autour de nous. Et en parlant de lumière, Carnegie nous donne un autre conseil très lumineux pour gagner la sympathie des autres. Rappelez-vous que le nom d'une personne est, pour elle, le son le plus doux et le plus important de n'importe quelle langue. Ah oui, le nom. Un élément souvent négligé, mais qui a une importance capitale dans la communication. Se souvenir du nom d'une personne, c'est lui montrer du respect, de la considération. Oui. C'est lui faire sentir qu'elle est importante à nos yeux. C'est comme si on lui offrait un petit cadeau personnalisé, n'est-ce pas? En prononçant son nom, on lui montre qu'elle est unique, spéciale. Exactement. Carnegie raconte l'histoire de Jim Farley, un politicien américain qui avait une mémoire des noms phénoménale. Il était capable de se souvenir du nom de milliers de personnes et il utilisait cette capacité pour créer des liens et gagner la sympathie des gens. C'est impressionnant. Ça montre à quel point se souvenir des noms peut être un atout précieux dans les relations humaines. Tout à fait. Bien sûr, tout le monde n'a pas la mémoire de Jim Farley, mais on peut tous faire un effort pour mémoriser les noms, les répéter mentalement, les associer à des images ou à des caractéristiques distinctives. C'est un exercice qui demande un peu de concentration, mais qui en vaut la peine. En se souvenant du nom d'une personne, on lui montre qu'elle compte pour nous. Exactement. Et ça contribue à créer une connexion plus personnelle, plus authentique. Et pour continuer sur cette lancée de la connexion authentique, Carnegie nous donne un conseil qui est au cœur de toute bonne communication. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Ah oui, l'écoute attentive. Un art trop souvent négligé. Pourtant, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir aux autres. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir parler de soi, de ses propres expériences, de ses propres idées, mais en écoutant attentivement les autres, on leur montre qu'on s'intéresse à eux, qu'on les respecte. Exactement. Et c'est la base d'une communication authentique et d'une relation harmonieuse. Carnegie nous rappelle que la plupart des gens, ils aiment parler d'eux-mêmes. Oui. Ils ont besoin de se sentir écoutés, compris, reconnus. Vous savez, Carnegie raconte l'histoire d'Edward Bok, un jeune homme qui a réussi à se lier d'amitié avec des personnalités influentes en leur écrivant simplement des lettres pour leur demander de parler d'eux-mêmes. C'est fascinant. Au lieu d'essayer de se mettre en avant, Bok a fait preuve d'humilité et de curiosité. Il a compris que la meilleure façon de gagner la sympathie des autres, c'était de s'intéresser sincèrement à eux. C'est une belle leçon. En écoutant attentivement les autres, on apprend à les connaître. On découvre leurs passions, leurs aspirations, leurs valeurs, et ça crée des liens plus forts et plus authentiques. Tout à fait. Carnegie nous encourage à poser des questions ouvertes, à laisser l'autre personne s'exprimer librement, à reformuler ses propos pour s'assurer qu'on a bien compris. C'est un exercice qui demande de la patience et de la concentration, mais qui porte ses fruits.
C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser à ce qu'on va dire ensuite, au lieu d'écouter attentivement ce que l'autre personne est en train de nous dire. Mais en faisant l'effort de se concentrer sur l'autre, on crée un espace d'écoute et de compréhension mutuelle qui est la base d'une communication authentique et constructive. Absolument. En étant de bons auditeurs, on crée un climat de confiance et de bienveillance propice à des échanges riches et authentiques. Et ça nous permet de mieux comprendre les autres, de découvrir leur point de vue, de les apprécier dans leur individualité. L'écoute attentive, c'est vraiment la clé pour créer des relations harmonieuses et durables. C'est un acte de générosité qui nourrit l'âme et enrichit la vie. Tout à fait. Et pour continuer sur cette voie de l'écoute attentive, Carnegie nous donne un autre conseil très précieux. Parler aux gens de ce qui les intéresse. Ah oui, c'est un principe qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, mais qui mérite d'être approfondi. Comment fait-on pour savoir ce qui intéresse vraiment les gens? Il faut faire preuve de curiosité, d'observation, d'écoute. Hmm. On peut poser des questions, s'intéresser à leurs passions, à leurs projets, à leurs expériences. Il s'agit de sortir de notre propre bulle et de nous ouvrir au monde des autres. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de soi, de ses propres centres d'intérêt. Mais en faisant l'effort de s'intéresser aux autres, on découvre des univers fascinants et on crée des connexions plus profondes. Exactement. Carnegie donne l'exemple d'un homme qui voulait acheter un chiot. Au lieu de vanter les mérites de ces chiots, l'éleveur a posé des questions à l'acheteur potentiel, s'intéressant à sa famille, à son mode de vie, à ses attentes. C'est une approche très intelligente. En s'intéressant aux besoins et aux désirs de l'acheteur, l'éleveur a créé un climat de confiance et a augmenté ses chances de conclure la vente. Tout à fait. Et ce principe s'applique dans toutes les situations de la vie. Que ce soit dans un contexte professionnel, amical ou amoureux, en parlant aux gens de ce qui les intéresse, on crée une connexion plus forte, on capte leur attention et on favorise une communication plus authentique. Mhm. C'est une invitation à sortir de notre zone de confort, à élargir notre horizon et à nous enrichir des expériences des autres. Absolument. En cultivant une véritable curiosité pour les autres, on apprend à les apprécier dans leur individualité, on découvre de nouveaux mondes et on tisse des liens qui transcendent les différences. Oui, c'est une vision magnifique de la communication, n'est-ce pas? Un vrai échange où chacun se sent écouté, compris, valorisé. Absolument. Et c'est ce qui rend l'étude des principes de Dale Carnegie si enrichissante. On apprend à mieux communiquer, à mieux comprendre les autres et à créer des relations plus positives et plus épanouissantes. Tout à fait. Et ce qui est remarquable avec Carnegie, c'est qu'il ne se contente pas de donner des conseils théoriques. Il illustre toujours ses propos avec des exemples concrets, des anecdotes tirées de sa propre expérience ou de la vie de personnages célèbres. Oui, c'est ce qui rend son livre si accessible et si captivant. On se reconnaît dans les situations qu'il décrit, on apprend des erreurs des autres, on découvre des stratégies concrètes pour améliorer nos interactions. Exactement. Carnegie nous invite à devenir des observateurs attentifs de la nature humaine, à décrypter les motivations qui se cachent derrière les comportements et à adapter notre communication en conséquence. Mhm. Et ça nous permet de mieux comprendre les dynamiques relationnelles, d'anticiper les réactions des autres et de créer des interactions plus harmonieuses. Précisément. En développant notre intelligence émotionnelle, notre sens de l'observation, on devient des communicateurs plus efficaces, capables de créer des liens authentiques et de naviguer avec plus d'aisance dans la complexité des relations humaines. C'est une quête passionnante, n'est-ce pas? Et c'est ce qui rend l'étude des principes de Dale Carnegie si enrichissante. On apprend à mieux se connaître soi-même, à comprendre les autres et à développer des compétences qui nous permettent de créer des relations plus positives et plus épanouissantes. Absolument. L'apprentissage de la communication efficace, c'est un investissement qui porte ses fruits tout au long de notre vie. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même et aux autres. C'est un voyage qui ne se termine jamais vraiment. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, une nouvelle perspective à explorer, une nouvelle façon d'améliorer nos interactions. Tout à fait. L'important, c'est de rester curieux, ouvert d'esprit, prêt à expérimenter de nouvelles approches. N'oubliez pas, la pratique est la clé. Plus vous mettrez en pratique les principes de Dale Carnegie, plus vous deviendrez un communicateur habile et un maître dans l'art de tisser des relations positives et durables. C'est un excellent conseil pour conclure notre exploration des principes de Dale Carnegie. Comment se faire des amis? C'est bien plus qu'un simple manuel de techniques de communication. C'est une invitation à cultiver une attitude positive, à s'intéresser sincèrement aux autres, à faire preuve d'empathie et de bienveillance. Je suis entièrement d'accord. Les principes de Carnegie, ce sont des clés pour ouvrir la porte à des relations plus authentiques, plus harmonieuses, plus épanouissantes. C'est une invitation à voir le meilleur chez les autres, à les encourager à se dépasser, à créer un monde où la coopération, la compréhension mutuelle règnent en maître. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne,
On contribue à créer un monde plus humain, plus bienveillant, plus juste. Exactement. Et je pense que c'est le message le plus important que Dale Carnegie nous a transmis. En cultivant des relations positives, en nourrissant la flamme de l'amitié, de la coopération, on construit un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Si on devait résumer les enseignements clés de comment se faire des amis, que diriez-vous? Soyez sincères, authentiques, curieux des autres. Apprenez à écouter attentivement, à donner aux autres le sentiment d'être important, à les encourager à se dépasser. N'oubliez jamais que le sourire est le plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir. Merci de nous avoir guidés dans cette exploration fascinante des principes de Dale Carnegie. Avec plaisir. J'espère que cette plongée dans comment se faire des amis vous a inspiré et vous a donné envie de mettre en pratique ces principes dans votre propre vie. Chers auditeurs, on vous invite à poursuivre cette exploration en lisant le livre de Dale Carnegie, en expérimentant ces principes au quotidien. Vous serez surpris de l'impact positif que cela aura sur vos relations, sur votre vie en général. N'attendez plus, lancez-vous. Le monde a besoin de plus de bienveillance, de plus d'empathie, de plus de compréhension mutuelle. C'est en cultivant des relations positives qu'on construira ensemble un monde meilleur. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les profondeurs de la connaissance.